Après 2 revers cuisants dans les urnes, la chancelière Merkel amorce sa sortie. Après avoir annoncé son intention de ne pas se représenter à la tête de la CDU, elle a également déclaré qu'elle ne serait pas candidate en 2021 pour conserver la chancellerie. Fraîchement élu après une campagne sulfureuse, le nouveau président brésilien Bolsonaro va devoir mettre en place ses réformes. Un défi d'envergure face aux nombreux garde-fous constitutionnels et un paysage parlementaire émietté. Édouard Philippe a présenté son plan pour la fonction publique afin de réduire les rangs d'environ 50 000 postes. Pour la modique somme de 50 millions d'euros, les fonctionnaires auront désormais accès à une agence de reconversion. Madame, Monsieur, bonsoir. Angela Merkel a enclenché la descente après plusieurs revers électoraux, une coalition de plus en plus difficile à gérer au sommet de l'État. La chancelière amorce son retrait. Habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen, denn wir alle stehen in der Zeit und für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese 4. Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Angela Merkel s'était mise sur son 31 pour annoncer sa fin de carrière politique. 18 ans après son arrivée à la tête de la CDU et après 13 ans de chancellerie, Merkel accuse le coup. L'enchaînement de 2 revers consécutifs dans les urnes en Bavière et en Hesse ont achevé les derniers espoirs de la chancelière. En moyenne, les mouvements de la coalition ont perdu au moins 10 points par rapport à la dernière échéance de 2013. Un échec indiscutable. Mais la désaffection des électeurs n'est pas le seul coup dur à encaisser pour Angela Merkel. En effet, son gouvernement constitué au forceps est de plus en plus instable et les déconvenues électorales ne peuvent que le fragiliser davantage. Après avoir été la figure de proue européenne pour accueillir les clandestins en grande pompe, la chancelière a vu émerger sous son règne une véritable grogne dans l'opposition. Les récents bons résultats de la jeune formation Alternative für Deutschland montrent que si le gouvernement veut espérer garder la main, il faudra mettre un coup de barre à droite comme le réclame depuis un moment Horst Seehofer, le patron de la CSU, allié bavarois de la CDU de Merkel. Mais la chancelière ne pourra pas endosser un tel revirement pour lequel elle n'apparaîtrait pas crédible. C'est d'ailleurs ce qui laisse en suspens de nombreuses interrogations. En effet, vu la situation, rien n'indique qu'Angela Merkel pourra rester à la tête de l'Allemagne jusqu'à 2021 comme son mandat le prévoit. Pour autant, celle que Forbes appelait encore il y a peu la femme la plus puissante du monde n'a pas œuvré pour préparer sa succession. Les rangs sont donc ouverts, mais visiblement ce ne sera plus l'affaire d'Angela Merkel. En effet, lors de la conférence de presse, elle est apparue placide, sans aucune émotion face au gouffre qui s'ouvrait devant elle. Au contraire, après avoir affirmé qu'elle n'était pas née chancelière, Merkel a considéré qu'il était temps pour elle d'aller vers d'autres horizons, loin de la politique. Un discours que le président français, Emmanuel Macron, a tenu à saluer. C'est sa décision, je la trouve extrêmement respectable et j'ai eu l'occasion simplement de lui témoigner de mon admiration et de mon amitié. Parce que ça fait 13 ans qu'elle est chancelière et elle a un mandat qui s'achève en 2021. 18 ans qu'elle est à la tête de son parti, elle a eu à faire face à de nombreux défis, la crise migratoire comme la crise financière. Et elle n'a jamais oublié quelles étaient les valeurs de l'Europe. Et avec beaucoup de courage, elle a dirigé et elle dirige son pays. Voilà ce que j'ai à dire sur ce choix et cette annonce extrêmement digne qui a été la sienne aujourd'hui. Une chose est en tout cas certaine, Emmanuel Macron, derrière son amitié feinte avec la chancelière, voit surtout en son départ une occasion sans précédent de devenir le dirigeant européen numéro 1, d'autant que son mandat, à lui, court jusqu'en 2022. Jair Bolsonaro, au pied de la montagne, le nouveau président brésilien largement élu doit à présent mettre en place ses réformes. Pas une mince affaire tant les garde-fous constitutionnels et politiques semblent nombreux. Olivier Frère-Jacques. Avec plus de 55% des suffrages, Bolsonaro est ce que l'on peut appeler un président bien élu. Après une campagne sulfureuse lors de laquelle il a endossé le costume de pourfendeur de la corruption et d'homme providentiel, le nouvel homme fort du Brésil va devoir, à présent, mettre en place les réformes pour lesquelles il a été élu.
Alors que son élection a suscité des commentaires relevant plus de la caricature que de l'analyse partout dans le monde, il bénéficie aujourd'hui d'un large soutien de l'opinion publique brésilienne. Il devra cependant rapidement appliquer son programme pour préserver le feu sacré. Son élection a exaspéré les ligues de vertu locales mais aussi internationales, et cela, il l'a bien compris. Après son élection, Bolsonaro s'est empressé de rassurer en affirmant que son gouvernement sera un défenseur de la Constitution, de la démocratie et de la liberté, avant de se dire ouvert à travailler avec l'opposition, estimant avoir besoin de l'aide de tout le monde. Les réformes prioritaires du nouveau président sont celles des retraites ainsi que les privatisations. Dans les tuyaux également, une réforme du Mercosur, le marché économique d'Amérique du Sud. Pas de rupture sur ce point, mais des réformes et une volonté de mettre un coup de pied dans la fourmilière, avec également la nomination probable de Sergio Moro au ministère de la Justice ou comme membre de la Cour suprême, un juge rendu célèbre pour sa poigne dans l'affaire ayant conduit l'ancien président Lula en prison. Pour arriver à ses fins, Bolsonaro devra passer tantôt par voie législative et alors obtenir la majorité simple au Parlement, tantôt par amendement constitutionnel et obtenir dans ce cas les 3/5 des suffrages. Avec 20% des députés et 17% des sénateurs, sa majorité peut aujourd'hui paraître légère, mais c'est sans compter sur les ralliements d'opportunités et qui pourraient être enregistrés. En effet, le paysage politique brésilien a été complètement bouleversé et seul le Parti des travailleurs semble avoir passé l'orage dégagiste. Les élus d'autres formations pourraient vite se regrouper derrière la bannière du nouveau président. Réputé peu diplomate, Bolsonaro devra composer avec ses électrons libres. Pour séduire ses parlementaires, il pourra aussi compter sur le soutien de lobbies comme celui des armes à feu, des évangéliques et des puissants groupes agroalimentaires. Conscient de l'enjeu médiatique, le nouveau président a également annoncé que le gouvernement mettrait fin à la publicité institutionnelle dans les médias qu'il qualifie de menteurs. Souvent comparé à Donald Trump, Bolsonaro entend rassurer sur la préservation du caractère démocratique du pays sans pour autant mollir sur la cadence et la nature des réformes. S'il parvient à tenir une majorité au Parlement, un premier bilan de ses politiques pourra rapidement être établi, notamment en matière de sécurité et d'emploi. J-7 avant les élections de mi-mandat. Dans un climat tendu après la tuerie de Pittsburgh, le camp démocrate espère profiter de l'occasion pour rebattre les cartes de la politique américaine alors que Donald Trump met tout en œuvre pour conserver sa majorité. Un état des lieux avec Thibaut Bastide. 2 ans après son élection, Donald Trump remet le bleu de chauffe. Le 6 novembre, le locataire de la Maison-Blanche joue gros lors des très attendues élections de mi-mandat, les midterms. À cette occasion, les Américains sont appelés aux urnes pour une échéance cruciale qui, historiquement, n'a jamais été très favorable au président en place. Dans un contexte particulièrement tendu, les républicains et les démocrates s'affrontent pour, d'un côté, conserver la majorité présidentielle au Sénat et à la Chambre des représentants, de l'autre, la renverser afin d'infléchir la politique mise en œuvre par Donald Trump. Retour en images et en chiffres sur les enjeux des midterms. À la Chambre des représentants, chaque membre a un mandat de 2 ans, tandis qu'au Sénat, chaque membre a un mandat de 6 ans. Et les réélections tournent. Donc tous les 2 ans, un tiers des sièges du Sénat doivent être réélus. Il y a 35 sièges au Sénat à pourvoir et 435 sièges à la Chambre des représentants. À la Chambre, il y a actuellement de véritables luttes d'environ une trentaine de circonscriptions. Et tout cela se passe dans les banlieues qui deviennent de plus en plus démocrates. Au Sénat, la carte favorise vraiment les républicains. Si les démocrates espèrent saisir l'occasion pour faire basculer la majorité de la Chambre des représentants, leur objectif de remporter 24 sièges supplémentaires semble néanmoins difficile à atteindre. En effet, depuis les élections de mi-mandat de 2010, le Parti républicain est toujours resté majoritaire à la Chambre et Donald Trump met le paquet pour que la majorité ne change pas de camp. Du côté du Sénat, la partie semble gagner d'avance pour le président américain. 7 des 8 sièges républicains à défendre sont dans des États qui ont voté Trump en 2016 et 10 des 25 sièges démocrates ou apparentés remis en jeu le sont dans des États également gagnés par Donald Trump en 2016. Cependant, après la marée MeToo, les démocrates veulent renverser la vapeur en s'appuyant sur de nombreuses candidatures féminines. 260 femmes figureront sur le bulletin du Congrès de la Chambre et des gouverneurs cet automne.
Chaque année, un nombre record de femmes se présentent aux élections. Il y a un record de femmes qui ont remporté les primaires et qui sont sur le ticket de leur parti. Donc, de toute évidence, ce sera l'année de la femme. Ainsi, les élections de mi-mandat pourraient devenir le terrain d'une opposition de sexe, un credo sur lequel compte s'appuyer le camp démocrate en surfant sur l'effet MeToo. Pas forcément un choix des plus judicieux, alors que de nombreuses candidates sont des inconnus et des novices en politique. De plus, l'affaire Kavanaugh, confirmée juge à la Cour suprême des États-Unis après avoir été accusée d'agression sexuelle, a remobilisé les conservateurs qui ont effectué une remontée spectaculaire dans les sondages. À 7 jours de l'échéance, la vague démocrate annoncée par de nombreux observateurs semble s'essouffler, alors que Donald Trump peut compter sur un électorat regonflé à bloc et sur les effets positifs de sa politique intérieure. Des éléments qui pourraient conforter la majorité républicaine jusqu'à la prochaine élection présidentielle en 2020. Et retour en France à présent. Lundi, le Premier ministre a présenté les grandes lignes de la réforme de l'État. Parmi les propositions, une révision de la fonction publique dont l'objectif principal est de supprimer 50 000 postes. Dégraisser le mammouth de la fonction publique. Le défi n'est pas nouveau et les ficelles présentées lundi par Édouard Philippe, le Premier ministre, n'ont rien de novatrice. Dans la lignée des annonces faites par Gérald Darmanin jeudi dernier, le but est de lancer un grand plan de départ volontaire pour atteindre les 50 000 postes supprimés d'ici 2022, comme l'avait promis Emmanuel Macron. Dans ce cadre, des plans de départ volontaires vont être mis en place afin que les fonctionnaires bénéficient, en partant, de 24 mois de salaire, ainsi qu'une possibilité de toucher le chômage. Une nouveauté, puisque les agents publics, du fait de la sécurité de l'emploi, ne cotisent pas. Face à ces propositions, les syndicats sont pour le moment très vigilants, d'autant plus que Gérald Darmanin a commencé les annonces avant même les étapes de concertation avec les partenaires sociaux. Le point phare des mesures du gouvernement réside dans les passerelles faites entre les secteurs privés et publics. C'est dans cette optique que davantage de recrutement de contractuels devrait être mis en place, une solution qui permettra donc d'établir des contrats sur la durée d'une mission précise et de ne pas engendrer des coûts sur le long terme. Par ailleurs, Édouard Philippe a appelé de ses vœux la naissance d'une agence de reconversion à l'intention des fonctionnaires. Elle devrait voir le jour au second trimestre 2019. Le dispositif s'inspire directement des programmes de reconversion pour les militaires de carrière après leur retraite. L'idée sera donc d'aider les agents publics à se former ou à se perfectionner afin d'être recrutés dans le secteur privé. L'intérêt de l'État, réduire ses effectifs et donc ses dépenses publiques. Si sur le principe l'idée est séduisante, beaucoup de dommages collatéraux pourraient finalement constituer un problème. En effet, rien n'indique que ce ne sera pas les meilleurs éléments de la fonction publique qui se lancent, désormais fort d'une sécurité à la sortie, dans l'aventure du privé, une aventure souvent beaucoup plus rémunératrice. Et à présent, c'est le moment de l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Le commanditaire de la purge interpellé alors qu'un appel à mener des expéditions punitives contre les policiers le soir d'Halloween circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. L'auteur de 19 ans s'est présenté lundi au commissariat de Grenoble. Placé en garde à vue, il a expliqué que cet appel était une énorme blague et une invention de sa part. Une blague massivement diffusée qui pourrait tout de même avoir des conséquences. Jean-Luc Mélenchon s'est mis les francs-maçons à dos suite aux propos du leader insoumis envers des magistrats, des policiers et des journalistes dans le cadre des perquisitions menées à son domicile parisien et dans les locaux de son mouvement. L'Ordre du Grand Orient de France aurait demandé à sa justice interne une suspension temporaire du chef de la France insoumise, membre de l'obédience depuis 33 ans. Une décision extrêmement rare qui se justifie sans doute par le fait que beaucoup de magistrats et de membres de la police nationale pointent dans les loges. La SNCF ne sait plus quoi faire pour faire travailler ses cheminots. Pour faire diminuer le nombre d'arrêts de travail, les managers ont mis en place de nombreux challenges. Des pizzas récompensant 200 jours sans arrêt ou des chèques cadeaux de 30 € par agent d'une équipe n'ayant pas connu d'accident pendant un an. Une façon de motiver les troupes qui déplaît aux syndicats. L'UNSA ferroviaire dénonce une méthode inadmissible conduisant à des accidents de travail cachés. Plus de participation et moins de sièges pour l'UNEF. Le syndicat d'extrême gauche n'a recueilli qu'un siège au conseil d'administration et 3 à la commission de la formation et de la vie universitaire. Une perte sèche de 2 élus par rapport aux dernières élections, alors que la participation a augmenté d'un tiers. De l'autre côté, la cocarde étudiante a fait son entrée en obtenant un siège.
Le Vivre Ensemble gagne les élections de Miss. Le 3 novembre prochain à Dijon en Côte d'Or, 2 associations prônant la diversité vont organiser la finale de la première édition de l'élection Miss Diversité Dijon Métropole. Le tout avec le soutien de la municipalité. 14 candidates âgées de 17 à 25 ans et issues de la diversité vont effectuer 5 passages artistiques autour d'un voyage culinaire sur le thème de la diversité pour remporter la précieuse couronne. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Alors que les fêtes de Noël approchent, se pose l'éternelle question du bon choix des livres de jeunesse. Avec les 2000 ouvrages répertoriés dans la bibliothèque idéale d'Anne-Laure Blanc, Valérie Daubigny et Hélène Fruchard, la réponse est toute trouvée. Nous offrons ce guide à tous ceux qui veulent faire des choix. Donc effectivement, comme vous le dites, sortir peut-être des sentiers battus de ce qui se voit beaucoup. Et nous avons cette force, Anne-Laure Blanc, Hélène Fruchard et moi, par nos activités, de ne pas avoir une démarche commerciale et donc de pouvoir nous octroyer ce temps de la décantation. Donc là, cette bibliothèque idéale, c'est un petit peu ce qui nous paraît digne de figurer dans une bibliothèque familiale, rester dans le temps et donc après décantation. Également au programme de votre soirée, un nouvel épisode de La Petite Histoire avec Christopher Land sur les relations entre tribus amérindiennes et Français pendant la guerre de 100 ans. Quand on s'intéresse à la guerre de 7 ans, et particulièrement au conflit qui s'est déroulé en Amérique du Nord, on ne peut que remarquer et constater une chose très nette. Toutes les tribus amérindiennes, à l'exception des Iroquois, mais les Iroquois, je vais revenir sur leur cas, sont alliés aux Français contre les Anglais. Une curiosité qui est loin d'être un mystère quand on s'intéresse à la colonisation française, à la colonisation anglaise et surtout aux relations entre les Français et les autochtones à milieu du traitement infligé à ces derniers par les Britanniques. C'est une autre histoire. Et voilà, et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et à présent, c'est le moment de se quitter, de se soigner et de vous dire à demain. Bonsoir. Vous vous souvenez de ces continents oubliés dans les livres de Jules Verne, de ces civilisations amazoniennes encore intactes? Eh bien, le hasard m'a permis d'en découvrir un exemple en pleine lointaine banlieue parisienne en allant faire les courses et comme il se doit. Je ne vous dis pas le nom pour éviter les curiosités qui risqueraient de mettre à mal l'écosystème dont je vais vous parler. Il s'agit d'une commune située sur une sorte de belvédère, une bosse qui domine la vallée de la Seine et dont on imagine que dans les années 30, on y respirait ce qu'on appelait du bon air. Désormais, on est à peine au-dessus de la couche de pollution, un peu comme sur les collines de Los Angeles. Vous savez, par beau temps, on voit cette bande sale qui mélange le bleu et le beige clair, et on se dit qu'on échappe provisoirement à la bronchite chronique. Donc ce jour-là, vous allez faire vos courses, un peu par hasard, dans un petit centre commercial minuscule, un supermarché à taille humaine, qui comporte à peine 50 places de parking, une galerie commerciale qui fait 100 mètres de long, et dès le parking, vous êtes frappé par l'uniformité de la population. Vous avez l'impression d'être dans un film des années 70 avec Jean Lefebvre et Bernard Blier. Il y a des vieux couples en chemisette et en robe d'été. La scène se passe début octobre, il fait encore chaud. Il n'y a pas d'enfants, pas de poussettes et surtout pas de poussettes à deux enfants façon impériale, vous savez. Pas de vêtements noirs non plus. Il n'y a pas de rayon sucrerie interminable, pas de kilomètres de soda, non seulement parce que la place manquerait, mais parce que visiblement il s'agit d'une clientèle qui achète des choses normales. Des légumes, par exemple, en grande quantité, du poisson, de la viande, un peu de surgelé. En revanche, le rayon ustensiles pour le ménage est très important, la mercerie aussi, et toutes ces choses qui désignent un certain mode de vie qu'on pourrait appeler à la fois aisé et frugal. À la caisse,
Vous vous attendez longtemps, comme d'habitude, par défaut de personnel, aucune impatience entre les gens. Les 3/4 sont retraités et en plus ils se connaissent, ils se congratulent, ils se disent « je vous en prie, ça ne fait rien », etc. Une caissière avec qui j'ai eu le loisir de parler m'a raconté que c'est l'un des rares supermarchés du coin où le chiffre d'affaires est constant du début à la fin du mois. Elle avait fait plusieurs autres contrats comme ça ailleurs, et ce qui l'avait frappé, c'est que les gens dépensaient comme des malades, disait-elle, jusqu'au 15 et puis ensuite plus rien. Mais il est vrai, a-t-elle rajouté, en se rengorgeant un peu, que ailleurs, je veux dire dans les autres communes, c'est pas le même tableau socialement. Je préfère ici, disait-elle. Alors justement, à force d'analyser le tableau, à la fois aux caisses et alentour, autour du supermarché, je veux dire repartant en voiture, j'ai fini par comprendre à quoi il ressemblait ce tissu banlieusard. Je vous parlais de Los Angeles à l'instant, mais c'est valable partout aux États-Unis. Vous avez comme ça un grand nombre de zones préservées dans les endroits résidentiels où l'American Way of Life a résisté, ou plutôt s'est recroquevillé sur les valeurs d'après-guerre. Alors vous allez me dire, que voulez-vous dire ? Eh bien, je veux dire qu'avant l'invasion par les autres valeurs ou par l'absence de valeurs, puisqu'en toute chose, nous avons été programmés par nos maîtres américains pour leur ressembler, le côté Jurassic Park des vieux qui se disent encore bonjour et qui achètent de quoi faire des repas de communion dans les supermarchés, les épiceries où on ne trouve pas d'électronique, pas de CD vierge, pas de disque dur externe, pas de prise HDMI. Ce côté conservatoire des usages anciens ressemble exactement au village des pavillons protégés par les vigiles en Californie et en Floride, sauf que là, il n'y a pas de vigile et il n'y a pas de golf. Alors quand vous faites un tour dans les rues entre les maisons, vous les voyez entourés de jardins à tomates, de coins piscines minuscules, de parterres de dahlias, mais les haies et les portails sont très rares, comme si la délinquance avait oublié cet endroit. Il faut dire que l'âge est aussi uniforme que les origines de la population, c'est l'une des choses qui permet les comparaisons. Il n'y a aucune agressivité entre les gens parce qu'ils ont visiblement dépassé ce stade, ils sont en danger de mort doublement, comme vieux et comme européens. D'ailleurs, Corbeil, où une chasse à l'homme est en train d'être organisée par SMS par la jeunesse locale, se trouve juste à côté. On mesure très vite qu'ils se sentent tous, là, ces vieux, comme sur un bateau sensible à la moindre secousse. Du coup, ils mesurent leurs gestes, ils font preuve de patience et de discrétion mutuelle. Mais la chose vraiment frappante, c'est que si par hasard un client que nous appellerons atypique, sans plus de précision, fait son apparition aux caisses, vous avez l'impression que toute cette population adopte un profil un peu contraint, comme les habitants d'un pays occupé qui ne veulent pas attirer l'attention de la commandanture. Ici, ça s'appelle Campagnol TVL et c'est en direct de la zone libre ou de la ligne de démarcation. Faites passer, merci.